Dans la première vidéo de cette sous-partie consacrée à la programmation asynchrone en JavaScript, nous avons appris que le JavaScript est un langage monothread qui utilise un modèle d'exécution asynchrone non bloquant. Pour optimiser l'utilisation des ressources et gérer efficacement l'exécution de tâches asynchrones dans un environnement monothread, les environnements d'exécution du JavaScript, à savoir les navigateurs côté client, Node.js, Bun, etc. côté serveur, utilisent un mécanisme appelé Event Loop. Ce mécanisme permet de basculer entre les tâches asynchrones pendant leur exécution. Le but de cette vidéo est de vous expliquer en détail le fonctionnement de l'Event Loop. Avant d'explorer le mécanisme de l'Event Loop, il est nécessaire de comprendre les concepts de pile d'exécution, de file d'attente de tâches, ainsi que la différence entre le moteur d'exécution JavaScript et l'environnement d'exécution JavaScript. Nous allons donc nous focaliser dans un premier temps sur la compréhension de ces notions fondamentales, avant d'aborder en détail le fonctionnement de l'Event Loop. Nous allons donc commencer par la pile, appelée stack en anglais. En programmation, une pile est une structure de données où les éléments sont ajoutés et enlevés selon le principe de last in, first out, abrégé LIFO, qui veut dire en français dernier entré, premier sorti. Cela signifie que si nous avons des éléments par exemple qui représentent des tâches à traiter, le dernier élément ajouté est le premier à être traité, et le premier élément ajouté est le dernier à être traité. Si nous prenons l'exemple d'une pile d'assiettes à laver comme nous l'avons sur l'image ici, donc nous avons une première image qui représente une pile d'assiettes et une seconde image qui représente le fait de laver une assiette de cette pile. Avant de laver les assiettes, on les empile les unes sur les autres comme nous l'avons sur l'image ici. Donc en procédant ainsi, la première assiette ajoutée à la pile va se retrouver au fond de la pile. Et en ajoutant progressivement les assiettes jusqu'à créer la pile, la dernière assiette ajoutée à la pile va se retrouver au sommet de la pile ici. Donc on dépose d'abord la première assiette, la seconde, la troisième, ainsi de suite, jusqu'à la dernière assiette qui va se retrouver au sommet de la pile. Et la première assiette qui a été ajoutée, c'est-à-dire déposée, va se retrouver au fond de notre pile d'assiettes ici. Donc ensuite, pour laver les assiettes, on va retirer les assiettes les unes après les autres en partant du sommet de la pile d'assiettes ici. Donc ça veut dire que c'est l'assiette en bleu ici qui sera lavée en premier. Donc si nous analysons un peu cela, on voit que c'est la dernière assiette ajoutée, c'est-à-dire celle qui se retrouve au sommet de notre pile qui sera lavée en premier. Alors que la première assiette qui a été ajoutée à la pile et qui se retrouve au fond de la pile sera la dernière à être lavée. Donc si on analyse un peu l'ordre d'ajout ou de traitement des éléments de notre pile, on voit que les éléments sont ajoutés dans ce sens et les éléments sont traités dans ce sens. Donc les éléments sont ajoutés dans ce sens, c'est-à-dire on ajoute la première assiette, la deuxième, la troisième, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière. Et pour traiter cela, on fait le contraire. On prend la dernière assiette ajoutée, on la lave, ainsi de suite jusqu'à la fin. Ainsi, dans une pile, l'ajout et le traitement des éléments se font toujours au sommet. Et le dernier élément ajouté à la pile, c'est-à-dire l'élément en bleu ici, est le premier à être traité. C'est pour cela qu'on parle de last in, first out, c'est-à-dire le dernier ajouté est le premier à être traité. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'une pile, nous pouvons passer à la pile d'exécution, appelée en anglais call stack. Pour info, j'ai déjà parlé en détail de la pile d'exécution dans une précédente vidéo sur la récursivité, dans la série sur l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si cela vous intéresse. Je mettrai donc en description de cette vidéo le lien vers la vidéo sur la récursivité qui traite de la pile d'exécution. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'en programmation, quel que soit le langage utilisé, il existe un mécanisme appelé pile d'exécution qui permet de traquer, c'est-à-dire de suivre les appels de fonctions ou de savoir à quel niveau on se trouve dans l'exécution d'un programme ou d'un code. Donc lorsqu'un programme appelle une fonction, celle-ci est ajoutée à une pile d'exécution et reste dans la pile d'exécution jusqu'à ce que son exécution se termine. Et lorsqu'une fonction appelante appelle une autre fonction dite fonction appelée, la fonction appelante est ajoutée à la pile d'exécution, puis la fonction appelée est placée au-dessus d'elle. Une fois que la fonction appelée a terminé son exécution, elle est retirée de la pile, laissant ainsi la place à la fonction appelante pour poursuivre son exécution. La fonction appelante sera également retirée de la pile une fois que son exécution est terminée. Bref, dans le fonctionnement de la pile d'exécution, les fonctions sont ajoutées à chaque fois au sommet de la pile et la dernière fonction ajoutée au sommet de la pile serait la première à être traitée. Si nous prenons l'exemple que nous avons ici qui provient de la précédente vidéo que je viens de mentionner et qui montre l'évolution du call stack lors de l'exécution ou du déroulement de cet algorithme que nous avons ici, si nous procédons à l'analyse rapide, nous avons un algorithme ici avec certaines déclarations de fonctions et l'algorithme qui commence ici. Donc le corps de notre algorithme, on voit que cela contient juste l'appel d'une fonction qui est se présenter. Donc le call stack représente ici le petit rectangle en noir ici, le rectangle arrondi.
Donc ceci représente notre call stack. Donc au début de l'algorithme, le call stack est vide. Donc lorsqu'on commence l'algorithme, la fonction se présenter à appeler. Donc ce qui entraîne l'ajout de cette fonction au call stack. Donc si nous vérifions l'exécution de cette fonction, donc on doit se référer au corps de cette fonction. Donc cette fonction contient elle-même deux appels de fonction. Donc lors de l'exécution, on va traiter le corps de cette fonction qui est se présenter. Donc on va dans un premier temps faire appel à la fonction en prénom. Donc cela va entraîner l'ajout de cette fonction également au call stack. Donc prochaine étape, ajout de cette fonction au call stack. Donc on vient ensuite au corps de la fonction en question, nom, prénom. Donc il s'agit de cette fonction. La fonction va s'exécuter. Lorsqu'elle termine son exécution, elle sera enlevée du call stack. Donc on va passer à la prochaine ligne. Donc prochaine exécution, ajout de la fonction compétence au call stack. Donc compétence sera ajoutée au call stack. On va revenir ici. On va procéder à son exécution. À la fin de l'exécution de cette fonction, elle sera également enlevée du call stack. Donc finalement, c'est notre fonction se présenter seulement qui va rester dans le call stack. Donc cette fonction également va terminer son exécution là. Donc elle sera enlevée du call stack et à la fin, le call stack sera vide. Donc si on analyse là, on voit que c'est le fonctionnement d'une pile que nous venons de voir. Donc les éléments sont ajoutés progressivement au sommet et sont traités après. Donc les éléments au sommet sont traités. Lorsqu'elles sont traitées, elles sont retirées de la pile. Et ainsi jusqu'à arriver au fond de la pile, on traite le dernier élément et la pile devient vide. Donc c'est le fonctionnement d'une pile d'exécution. Nous allons maintenant parler de la file, appelée queue ou queue en anglais. Donc une file est une structure où les éléments sont ajoutés et enlevés selon le principe de first in, first out, c'est-à-dire première entrée, première sortie. Cela signifie que le premier élément ajouté est le premier à être traité et le dernier élément ajouté est le dernier à être traité. Dans une file ou dans une queue, les nouveaux éléments sont toujours ajoutés à la fin de la file, c'est-à-dire à la queue, et les traitements commencent toujours à partir de la tête de la file. Si nous prenons l'exemple d'une file d'attente ou d'une queue lors d'un traitement d'un paiement en caisse, comme nous l'avons sur l'image ici, dans une queue, les personnes sont servies selon leur ordre d'arrivée. L'ordre d'arrivée est la suivante. Donc si nous supposons qu'il y a une porte ici, lorsqu'une personne arrive, elle avance vers la caisse. Donc la première personne arrivée se mettra devant la caisse vu qu'il n'y a personne avant elle. Donc elle sera suivie de la seconde personne qui va arriver, qui va se mettre derrière elle, suivie de la troisième personne qui va se mettre derrière la seconde personne, ainsi de suite, jusqu'à former une file ou une queue. Donc la remarque, c'est que chaque nouvelle personne qui arrive dans cet ordre se met à la fin de la queue. Donc si on a une nouvelle personne qui arrive par là, elle va se mettre après la dernière personne qui est ici. Concernant le traitement, elle commence par la première personne en tête de file. Et le traitement va continuer ainsi jusqu'à la dernière personne. Donc on va traiter la première personne en bleu ici. Lorsque son traitement va se terminer, donc on va passer à la prochaine personne, ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de notre file de personnes ou de notre queue. Comme nous pouvons le constater, donc dans le cas d'une pile, le dernier élément ajouté à la pile est le premier à être traité. Alors que dans une file ou dans une queue, le premier élément ajouté à la file est le premier élément traité. Donc c'est ce qui fait la différence entre les deux. Donc dans une pile, dernier élément ajouté, premier traité. Dans une file, premier élément ajouté, premier traité. Pour son fonctionnement, un environnement d'exécution se base sur des queues. Et le type de ces queues est fonction de l'environnement d'exécution. Et aussi, ces queues ont des utilisations différentes ou spécifiques. Comme exemple de queue utilisée dans les environnements d'exécution, nous avons le callback queue qui est utilisé pour stocker les callbacks qui sont prêts à être traités. Nous avons le timeout queue qui permet de stocker des callbacks liés aux fonctions comme les set timeout, les set intervalles, etc. Nous avons les micro-task queue, encore appelés job queue ou promise queue, qui sont utilisés pour stocker les callbacks des promesses. Nous avons les IO queue liés aux opérations d'entrée-sortie. Quelle que soit leur spécificité ou leur nom, l'essentiel à retenir ici, c'est que les queues, dans un environnement d'exécution, servent juste à stocker des tâches en attendant leur traitement. Maintenant que nous connaissons les notions de pile d'exécution et de file de tâches ou de queue de tâches, nous pouvons aborder la différence entre moteur et environnement d'exécution JavaScript. Le moteur JavaScript, en anglais JavaScript Engine, est l'un des composants essentiels d'un environnement d'exécution. Le rôle du moteur JavaScript est d'interpréter et d'exécuter le code JavaScript. Bref, il convertit le code JavaScript sous un format compréhensible par la machine. Chaque environnement d'exécution dispose de son propre moteur JavaScript. Comme exemple, nous avons le V8 qui est utilisé par le navigateur Chrome
et l'environnement d'exécution côté serveur Node.js. Nous avons aussi le SpiderMonkey qui est utilisé par le navigateur Firefox. L'environnement d'exécution du JavaScript, encore appelé JavaScript Runtime, fournit en plus du moteur JavaScript d'autres éléments nécessaires et ou spécifiques pour exécuter le code JavaScript sur la plateforme ou l'environnement sur lequel on souhaite exécuter le code JavaScript. Comme exemple de runtime, c'est-à-dire d'environnement d'exécution du JavaScript, nous avons Firefox, qui est un environnement d'exécution du JavaScript côté client. Côté serveur, nous avons d'autres environnements d'exécution à part le Node.js que je cite souvent. Nous avons par exemple Deno et Bun récemment. Si nous prenons l'exemple du navigateur Chrome par exemple, le runtime est fourni par le navigateur lui-même. Il inclut en plus du moteur JavaScript, qui est le V8, d'autres éléments comme l'event loop, les API permettant d'interagir avec le navigateur comme le DOM, les API permettant de faire des requêtes HTTP, les fonctions de timer comme setTimeout, setInterval, etc. Et si nous prenons l'exemple de l'environnement d'exécution Node.js, qui est un environnement d'exécution de JavaScript côté serveur, il se base aussi sur le moteur JavaScript V8. Et il inclut en plus de cela l'event loop, des API permettant d'agir avec le système de fichiers, des API permettant de faire des appels réseau et bien d'autres API permettant de réaliser des tâches côté serveur. Nous allons maintenant explorer le fonctionnement d'un runtime environment, c'est-à-dire un environnement d'exécution du JavaScript. Et comme exemple, nous allons prendre le cas du navigateur. Donc nous avons ici une image qui représente un environnement d'exécution JavaScript côté client, c'est-à-dire le navigateur. Pour son fonctionnement, un environnement d'exécution utilise des éléments essentiels que nous avons représentés ici. Donc le premier élément essentiel est ici le JavaScript Engine, c'est-à-dire le moteur JavaScript. Nous avons ensuite les modules ou les Web API qui sont des API qui permettent de réaliser par exemple la manipulation du DOM, le fait de faire des appels réseau, d'utiliser les fonctions de timer, etc. Donc tout cela est représenté par les modules ou bien des Web API. Donc c'est le deuxième élément essentiel sur lequel se base un environnement d'exécution JavaScript. Donc nous avons un troisième élément essentiel représenté par les différents queues de traitement ou des queues de tâches qui permettent de stocker des callbacks en attendant leur traitement. Donc cela permet de stocker les callbacks qui sont liés aux tâches asynchrones en attendant que ces tâches soient traitées dans le call stack plus tard. Donc nous avons également l'event loop qui permet de coordonner l'exécution des tâches asynchrones. Donc nous verrons en détail cela par la suite. Donc si nous faisons un petit zoom sur la partie JavaScript Engine, c'est-à-dire le moteur JavaScript, le moteur JavaScript est constitué également de deux éléments essentiels, à savoir le memory heap et le call stack. Dans un programme, c'est le memory heap qui est utilisé pour réaliser les allocations dynamiques. Donc la création des objets ou tout élément dynamique, cela est assuré par l'utilisation du memory heap. Donc le call stack, lui, permet de stocker les variables qui sont des primitives et nous permet également de traquer l'exécution du programme. Donc nous avons vu tout à l'heure que lorsqu'on fait appel à une fonction, cette fonction est ajoutée au call stack jusqu'à ce que cette fonction termine son exécution pour être enlevée du call stack. Donc le call stack est utilisé pour traquer l'exécution d'un programme. Donc les fonctions sont ajoutées à la file et enlevées après qu'elles ont fini de s'exécuter. Concernant le moteur JavaScript, une chose également à savoir, c'est que il exécute le code JavaScript synchrone dans un seul thread, appelé le thread principal ou main thread. Donc il dispose donc pour cela d'un seul call stack, ce qui implique que le moteur ne peut exécuter qu'une seule tâche à la fois. Donc c'est pourquoi lorsqu'on représente le JavaScript Engine ou le moteur JavaScript, on le dote généralement d'un seul call stack. Donc cela veut dire qu'on peut exécuter seulement une seule tâche à la fois, vu que nous n'avons qu'un seul call stack. Donc à un moment donné, on ne peut exécuter qu'une seule tâche à la fois. Et nous avons vu dans des précédentes vidéos que le JavaScript est monothread aussi. Et le monothreading, cela implique un seul call stack, donc un seul code exécuté dans le temps à la fois. Donc dans le fonctionnement général d'un runtime, lorsque nous avons une tâche synchrone à exécuter, la tâche est placée tout de suite dans le call stack pour être traitée. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble sur les différents éléments sur lesquels se base un environnement d'exécution JavaScript pour son fonctionnement, nous allons voir comment l'environnement d'exécution procède à l'exécution des tâches synchrones et des tâches asynchrones. Donc nous allons commencer par le plus simple, c'est-à-dire l'exécution des tâches synchrones.
Lorsqu'un environnement d'exécution JavaScript a une tâche à exécuter, lorsqu'il s'agit d'une tâche synchrone, la tâche est placée immédiatement dans le call stack pour être traitée. Nous avons ici une représentation visuelle dont l'objectif est de démontrer l'état de la pile d'exécution lors de l'exécution d'un code synchrone typique. Supposons que nous avons le code suivant à exécuter et que l'image ici représente l'évolution de notre console lors de l'exécution de ce code et que les différents rectangles arrondis en bas ici représentent l'évolution de notre call stack lors de l'exécution de ce code que nous avons ici. Lorsque l'environnement d'exécution du JavaScript va commencer l'interprétation de code, l'interprétation se fera de la première ligne jusqu'à la fin. Donc les premières lignes constituent juste des déclarations de fonctions, donc rien à faire. Donc arrivé à la ligne 9, donc on a l'instruction console log qui sera exécutée. Donc au début de l'exécution, jusqu'à arriver à la ligne 9, le call stack sera vide, vu qu'il n'y a aucune instruction à exécuter. Donc à partir de la ligne 9, cette instruction console log stat sera ajoutée au call stack. Donc ce qui permet d'avoir cet état pour le call stack. Donc le code ici sera exécuté et va entraîner l'affichage du start à l'écran. Ce qui nous permet d'avoir ceci à l'écran en ce moment. Donc après l'exécution de l'instruction se termine. Donc cette fonction ou cette ligne sera enlevée du call stack, vu que cette instruction s'est terminée et qui s'est marquée par l'affichage du start à l'écran. Donc on va passer à la prochaine ligne qui va entraîner l'ajout de la fonction syntax au call stack. Donc le syntax va s'ajouter au call stack. Donc lorsqu'on procède à l'exécution de cette fonction, donc on doit exécuter la ligne correspondant à la fonction en question. Donc cette fonction va rester dans le call stack jusqu'à ce que son exécution se termine. Donc lorsqu'on regarde le sync_task, on voit que cela fait appel à une autre fonction step1. Donc step1 sera ajouté aussi au call stack, ce qui nous permet d'avoir cet état. Donc on va retourner à l'exécution de la fonction step1, donc qui va procéder à l'affichage de step1 à l'écran en exécutant la ligne 2. Donc la ligne 2 sera ajoutée au call stack. Donc on voit que la ligne 2 est ajoutée au call stack. L'instruction se trouvant à la ligne 2 est ajoutée au call stack. Et lors de l'exécution de cette ligne, cela va entraîner l'affichage à l'écran de step 1. Donc on tombe dans cet état dans notre console. Donc après cette exécution, l'instruction ici se termine, donc est enlevée du call stack. Donc on enlève cela du call stack, donc on reprend l'exécution du step 1, là où nous l'avons laissé. Donc le step 1, donc cela revient au step 1. Donc le step 1 aussi se termine, l'exécution de la fonction step 1 se termine, vu qu'il n'y a plus d'instruction à exécuter, donc elle est aussi enlevée du call stack. Donc on enlève cela du call stack, donc on reprend le fonctionnement du syntax initial, c'est-à-dire à la ligne 10. Donc on voit que ici le syntax contient que l'appel de cette fonction step1 qui vient de se terminer. Donc il n'y a plus d'instruction aussi à exécuter. Donc là, le syntax termine son exécution et est enlevé également du call stack. Donc on voit que le syntax est enlevé après du call stack. Donc après on procède à l'exécution de la dernière ligne, c'est-à-dire la ligne 11 qui est le console log de n, donc qui sera ajouté après au call stack également. L'exécution de cette instruction va se marquer par l'affichage du end à l'écran qu'on a ici. Donc après l'affichage ou l'exécution de cette instruction, donc on n'a plus rien à faire, le programme se termine. Donc du coup, l'instruction est également levée du call stack. Donc on revient à l'état initial du call stack avant le début du programme. Donc le call stack devient vide de nouveau. Donc ici, j'ai juste fait une erreur, donc j'ai répété le syntax 2 fois. Donc ça veut dire que cette étape, on ne devait pas l'avoir dans le résultat final. Donc je dois supprimer en réalité ça. Donc ça veut dire qu'on devait avoir plutôt comme ça, parce qu'on a eu tout à l'heure, on a vu qu'on avait une répétition des étapes. Donc après, nous avons enlevé le syntax du call stack, donc on ajoute directement le console log qui sera exécuté. Après, on enlève également et le call stack devient vide de nouveau. Donc là, nous venons de voir une exécution classique de code synchrone. Donc pour un code synchrone, l'environnement d'exécution utilise directement le call stack ou le moteur JavaScript pour travailler en lui passant directement le code qui sera exécuté dans le call stack de façon synchrone, c'est-à-dire de façon séquentielle. Nous allons refaire la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci pour un code qui demande l'exécution de tâches asynchrones.
Lorsque l'environnement d'exécution a une tâche asynchrone à exécuter, comme l'exemple d'une requête HTTP vers un serveur par exemple, cette tâche est déléguée au module ou à l'API fourni par l'environnement d'exécution pour traiter cela. Donc dans le cas d'une requête HTTP par exemple, cela sera délégué à l'API XML HTTP Request ou au Fetch pour pouvoir réaliser cela. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, aux tâches asynchrones sont généralement associées des callbacks qui seront appelés à la fin de l'exécution de la tâche en question. Donc une fois que la tâche asynchrone à exécuter sera terminée, son exécution sera terminée par l'API ou le module auquel la tâche a été déléguée, la tâche sera ensuite placée ou ajoutée à la file d'attente dédiée à l'exécution du callback qui est associé à la tâche en question. Par exemple, si la tâche provient de l'exécution d'une promesse, elle sera placée dans la file des micro-tâches. Donc elle sera placée ici dans les micro-task queue. Donc dans le cas d'un callback classique pour devenir d'une fonction asynchrone classique, donc le callback associé sera placé dans le job queue en attendant son exécution. Donc comme nous l'avons vu précédemment, il existe plusieurs files d'attente, c'est-à-dire plusieurs queues ici. Et chacun a un rôle spécifique en fonction du callback à traiter. L'autre chose aussi, c'est que chaque queue ici a une priorité. Comme exemple, les tâches se trouvant dans la file des micro-tasks sont traitées en priorité par rapport aux tâches qui se trouvent dans la macro task queue ou dans le job queue ici. Ce qui fait par exemple que les tâches qui sont associées aux promesses sont traitées en priorité par rapport aux tâches qui sont associées au timer ou au callback associés à des fonctions asynchrones classiques. Donc nous avons, pour résumer, nous avons plusieurs queues d'exécution de tâches dans lesquelles sont placés les différents callbacks et chaque queue a sa priorité. De son côté, l'event loop vérifie en permanence le contenu du call stack pour détecter quand le call stack est vide. Et lorsque le call stack est vide, l'event loop va chercher une tâche dans l'une des queues de tâches en fonction de la priorité des queues et mettre la prochaine tâche dans le call stack afin que cette tâche soit exécutée. Donc pour une queue donnée, la première tâche ajoutée à la queue sera la première à être traitée dans ce cas. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les différentes queues soient vides. Donc à chaque fois que l'event loop détecte que le call stack est vide, elle va chercher une tâche qu'elle met dans le call stack pour procéder à son exécution. Donc une fois le callback ou la tâche traitée, elles seront enlevées de la pile d'exécution. Le event loop va de nouveau détecter que le call stack est vide, va prendre encore une tâche dans l'une des queues en fonction de la priorité de la queue et la mettre encore de nouveau dans le call stack, ainsi de suite jusqu'à ce que l'exécution du programme ou l'exécution de nos différentes tâches se termine. Afin de mieux comprendre ce mécanisme, nous allons procéder à l'interprétation de ce code par notre environnement d'exécution de la même façon que nous l'avons fait pour le cas d'un code synchrone. Donc nous avons ici un code demandant l'exécution d'une tâche asynchrone. Donc ici, on utilise juste le setTimeout. Donc nous avons notre environnement d'exécution ici qui va représenter son état lors de l'exécution du code. Nous avons également ici l'état de notre console lors de l'exécution du code que nous avons ici. Donc nous avons mis ici les différentes tâches représentant les différentes instructions afin de pouvoir dérouler l'exécution de façon progressive. Donc lors de l'exécution du code que nous avons ici, dans un premier temps, notre environnement d'exécution va procéder à l'interprétation des différentes lignes. Arrivé à la ligne 9, l'environnement d'exécution va détecter une instruction d'affichage. Donc l'instruction sera récupérée, analysée pour voir est-ce que c'est une tâche synchrone ou une tâche asynchrone. Donc c'est une tâche synchrone, donc la tâche sera mise automatiquement dans le call stack pour procéder à son exécution. Donc la tâche sera traitée, ce qui va se marquer par l'affichage de start à l'écran. Donc ça veut dire qu'on finit avec cette tâche, la tâche sera sortie du call stack. Donc on passe à la prochaine ligne, donc on a le async task qui sera ajouté au call stack. Donc on ajoute ça, le async task au call stack comme ça. Donc on continue l'exécution de cette fonction. Donc on vient ici. Donc on remarque qu'on a un appel au setTimeout. Donc le setTimeout sera appelé, cette instruction sera appelée, donc sera ajoutée ici. Donc arrivé là, le moteur va l'analyser, trouver que c'est une tâche asynchrone. Donc du coup, l'exécution de cette tâche sera déléguée au Web API pour son exécution.
Donc, ce qui va se passer ici, c'est que la tâche sera prise en compte par le Web API qui va procéder à son exécution. Donc, pendant les 3 secondes que nous avons ici, donc l'API va faire son travail dans un autre thread, un thread qui est séparé, je peux dire en background, donc indépendamment du thread principal. Donc pendant ce temps, nous allons continuer l'exécution de notre code. Donc on voit que le async task ici, son contenu termine son exécution. Donc du coup, il n'y a plus d'instructions à exécuter dans le async task. Donc l'async task ici sera enlevé du call stack pour passer à la prochaine fonction à exécuter ou à la prochaine instruction à exécuter. Donc pendant ce temps, le Web API continue de faire son traitement et lorsque le traitement est terminé, ce qui se passe, c'est que le callback associé à cette fonction sera mis dans la queue destinée à contenir les callbacks associés au setTimeout. Donc dans notre cas, il s'agit d'une macro task. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc après la fin de l'exécution des 3 secondes, en parallèle de ce qui se passe ici, callback associé à la tâche en question, c'est-à-dire le step 1, sera ajouté dans la queue pour son exécution. Donc ça veut dire que le callback qui est associé à cette fonction après les 3 secondes sera placé ici. Donc ici, le Web API a fini l'exécution de cette tâche. Donc cette tâche aussi est terminée. Donc on continue l'exécution normale. Donc ceci, le fait de placer les éléments dans la queue se fait en parallèle de l'exécution qui se passe ici. Donc ça veut dire que le code va continuer son exécution sans entendre la fin de la tâche qui a été déléguée au Web API ici. Donc ce qui va se passer ensuite, on va passer à la ligne 11 ici. Donc on récupère la ligne 11, donc on place là dans le call stack, vu que c'est une instruction qui peut s'exécuter de façon synchrone. Donc du coup, à l'écran, cela entraîne l'affichage du end que nous avons ici. Donc notre console aura cet état. Donc à cette étape, on aura l'état de notre console qui sera comme ça. Donc après l'affichage, cela marque la fin de cette instruction qui sera également enlevée du call stack. Donc à ce moment, notre programme arrive à la fin. Donc on n'a plus d'instructions à exécuter. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que le fait que l'event loop vérifie constamment le contenu de notre call stack, l'event loop va détecter qu'il n'y a plus d'instructions dans le call stack, d'instructions synchrones à exécuter. Donc en ce moment, le event loop va prendre en fonction de la priorité des queues une des tâches à exécuter. Mais ici, vu que nous avons une seule tâche, donc même si cette queue a une priorité, elle ne contient rien. Donc du coup, on va passer à la queue qui contient des tâches. Donc on va piocher cette tâche qu'on va ramener dans notre call stack pour procéder à son exécution. Donc le step 1 ici, on revient là, donc on voit son contenu. Donc on note que c'est une instruction d'affichage, un console log. Donc on récupère l'instruction en question, on le met au sommet de notre call stack, vu que c'est une instruction qui ne demande pas une exécution asynchrone, donc du coup elle sera automatiquement placée dans le call stack. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce code sera automatiquement exécuté. Donc l'exécution va entraîner l'affichage de step 1 dans la console. Donc la console à l'état actuel aura cet affichage ou cette présentation. Donc du coup, après l'exécution, l'instruction sera levée également du call stack parce qu'elle s'est terminée. Donc on continue l'exécution de notre programme. Donc là, nous prenons la dernière tâche qui existe dans la call stack à exécuter. Donc il s'agit du step 1. Donc le step 1, il n'y a plus d'instructions à exécuter, donc elle se termine. Donc du coup, cette fonction est également enlevée du call stack, ce qui marque la fin de notre programme. Donc ce qui nous permet d'avoir ce comportement dans la console. Donc c'est comme ça que se passent les choses derrière lorsqu'on procède à l'exécution d'une tâche asynchrone. Donc pour résumer encore une fois, la tâche est prise. Si c'est une tâche synchrone, elle est automatiquement mise dans le call stack pour être exécutée. Sinon, si c'est une tâche asynchrone, elle est déléguée à l'API dédiée à son exécution. Donc l'API procède en parallèle pendant que les autres instructions continuent de s'ajouter au call stack à l'exécution de la tâche asynchrone. Et dès que, dans notre cas, le temps
des 3 secondes sont passées. Donc du coup, le callback associé à la tâche asynchrone est placé dans l'une des queues spécifiques ou qui est dédiée à accueillir le callback associé à notre tâche asynchrone. Donc de son côté, c'est là qu'intervient maintenant le event loop. Le event loop, elle vérifie en permanence le contenu du call stack. Et dès que le call stack sera vide ou que le event loop va détecter que le call stack est vide, elle va aller chercher une des tâches dans les queues en fonction de leur priorité. Donc s'il y a une tâche qui est là à exécuter, donc elle pioche la tâche en question et la met dans le call stack. Donc la tâche continue son exécution jusqu'à ce qu'elle se termine. Donc lorsque la call stack sera encore vide, l'event loop va détecter cela, piocher encore une nouvelle tâche s'il y en a dans la queue. Mais s'il n'y en a pas, donc du coup le programme va s'arrêter. Donc du coup il n'y aura plus rien à faire. Et on va terminer notre programme. Donc c'est de cette façon que l'exécution synchrone et asynchrone des codes se passent dans les coulisses lorsque nous demandons à notre environnement d'exécution de nous exécuter un code. Donc le event loop, dans tout ça, c'est juste un petit mécanisme dont le rôle est juste de vérifier le contenu du call stack. Si elle est vide, de piocher une tâche, de la mettre dans le call stack. Comme nous venons de le voir, grâce au event loop, les applications peuvent gérer efficacement les tâches asynchrones sans bloquer l'exécution du programme principal, leur permettant ainsi de rester réactives pour continuer à répondre aux interactions de l'utilisateur et à d'autres événements. Et cela même lorsqu'elle effectue des opérations longues ou des tâches chronophages. C'est ainsi que le event loop devient indispensable dans les environnements qui reposent sur des modèles d'exécution en synchrone tels que les navigateurs et Node.js. L'implication de tout ce que nous avons vu, à savoir le fait que l'environnement d'exécution du JavaScript se base sur le event loop pour pouvoir assurer efficacement l'exécution de tâches asynchrones sans bloquer le thread principal, c'est que si une tâche dure trop dans la pile d'exécution, elle empêchera l'event loop de faire son travail, c'est-à-dire de piocher de nouvelles tâches à traiter. Donc cela veut dire que si nous avons par exemple une tâche qui prend trop de temps, supposons que nous avons une tâche qui prend 10 minutes à s'exécuter, donc cela veut dire que cela va empêcher l'event loop de bien faire son travail. C'est-à-dire que le call stack ne sera jamais vide durant ces 10 minutes et cela va empêcher le traitement des tâches qui traînent dans la queue. Donc cela veut dire qu'il y a des tâches qui vont s'accumuler dans la queue, mais vu que la call stack n'est pas vide, donc ces tâches ne seront jamais traitées. Donc cela pénalise l'exécution des autres tâches. La force du JavaScript lui vient de l'event loop. Et c'est pour cette raison qu'on dit souvent de ne pas exécuter des tâches qui bloquent l'event loop et l'empêchent de bien faire son travail. Et comme exemple de tâches bloquantes ou des tâches qui prennent du temps, nous avons vu dans les précédentes vidéos que nous avons toutes les tâches qui sont des CPU bound tasks, comme les tâches de compression, les tâches de traitement d'image, etc. La question à se poser dans ce cas est comment pouvons-nous éviter de bloquer l'event loop? Pour éviter de bloquer l'event loop, on peut soit réaliser les tâches de façon asynchrone en utilisant des callbacks, des promesses ou des events, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Il faut éviter les tâches synchrones qui mettent trop de temps ou les morceler en de petites sous-tâches qui seront exécutées de façon asynchrone. On peut également utiliser les web workers qui permettent d'exécuter des tâches intensives dans un thread séparé, ce qui permet d'exécuter des tâches intensives sans bloquer l'event loop. On peut également mettre en pause ou reporter l'exécution de certaines tâches en utilisant des fonctions comme les setTimeout. Bref, ce sont des choses que nous avons vues dans les vidéos précédentes. Nous voici à la fin de cette vidéo dont l'objectif était de vous expliquer le concept de la boucle d'événements, c'est-à-dire l'event loop, qui permet au JavaScript de demeurer en mode monothread, tout en assurant l'exécution de tâches asynchrones sans bloquer le thread principal. Cette vidéo marque également la fin de la sous-partie sur la programmation asynchrone. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.